Allez, c'est maintenant l'heure dans toute liberté sur LCI. Vous le savez, nos éditorialistes commentent l'actualité, confrontent leur point de vue et débattent avec notre invité du jour. Une heure de décryptage, de débat sans tabou et sans langue de bois. En somme, en toute liberté, comme son nom l'indique. On est ensemble jusqu'à 10h. Au menu de ce lundi 28 septembre. Il vaut mieux quitter la France si l'on veut entreprendre. La phrase est d'Éric Larchevêque, cofondateur de Ledger, fleuron français de la crypto. Son constat, un État obèse, une fiscalité instable et une suspicion systématique envers ceux qui réussissent aux États-Unis. On vous offre un golden visa. En France, on vous accueille souvent avec un contrôle fiscal. Alors, coup de com' d'un patron du numérique ou vraie alerte sur un pays qui chasse ses talents. Est-ce que la France déteste tant la réussite ou est-ce que c'est simplement la réussite qui n'aime plus la France? On parlera aussi du ciel danois et de ses drôles mystérieux à 2 jours de l'ouverture du sommet européen. Et puis on reparlera de la condamnation de Nicolas Sarkozy car le débat fait rage depuis vendredi. Menace sur l'état de droit et sur la présidente du tribunal judiciaire de Paris. Allez, en toute liberté, c'est tout de suite, c'est parti. Alors, avec moi, autour de la table, Madame Emmanuelle Ducrot, éditorialiste politique de l'Opinion. Bonjour Emmanuelle. Guillaume Auda, vous êtes grand reporter, notre grand reporter favori. Toujours bien accueilli, merci beaucoup. Christophe Barbier, bonjour Guillaume. Bonne semaine. Christophe Barbier, vous êtes merveilleux, vous êtes magnifique. Christophe Barbier. Non mais c'est vrai. Et ce n'est que le lundi, attendons, vendredi. Et puis l'inimitable Nicolas Dose, éditorialiste politique. Écho. Oui, Écho. Ah oui, moi je laisse la politique à Christophe. Oui, vous avez raison. Moi je suis là dans mes chiffres, dans mes pourcentages. Oh là là. Mais c'est très sexy l'économie, c'est plein de cours. Mais si. Et c'est très politique. Et c'est très politique. J'adore. Ah oui. Je vous le dis à chaque fois, cravate américaine, quoi. C'est très politique. Le sujet dont il est question là est éminemment politique. Le sujet. Et alors, en tout cas, vous aviez mis 2 questions dans votre lancement. Oui. C'était quoi déjà? Est-ce que la France n'aime pas la richesse? Oui, n'aime pas la richesse. C'est la richesse qui n'aime pas la France. Oui, en tout cas, elle fait fuir les gens. Oui, ça c'est certain, avec ses idées. Ah bah alors justement, on va en reparler. Vous tombez bien. Est-ce qu'il y a un petit carton ou est-ce qu'on y va direct? Je ne sais pas. Un carton quoi? On enchaîne direct. Il vaut mieux quitter la France si l'on veut entreprendre. Alors la phrase est signée donc Éric Larchevêque, je l'ai dit tout à l'heure, cofondateur de Ledger, qui est une pépite française de la sécurité des crypto-monnaies. Son diagnostic, état obèse, fiscalité instable, etc. Nicolas Dose, c'est un coup de com' d'un patron du numérique ou c'est une vraie alerte sur un pays qui chasse littéralement les talents? Ah non, une vraie alerte. Vous avez affaire à des gens qui ont fondé leur entreprise en France, qui disaient tout le bien qu'ils pensaient de la France. Et la France est plutôt une terre d'accueil pour la tech. On a des quantités de talents absolument inimitables. On a le crédit d'impôt recherche qui est quand même un sacré soutien. Et là, vous avez des gens qui tiennent du jour au lendemain ou quasiment le discours totalement inverse de ce qu'ils ont dit par le passé. Parce qu'il vient de se produire un truc dans ce mois d'hystérie totale autour de cette taxe folle qui est la taxe Zuckman, qui pour la première fois dans l'histoire de la fiscalité des hauts patrimoines s'apprêterait à inclure l'outil professionnel dans la base taxable. Ledger est une pépite, comme vous dites, on en a d'autres, mais même une boîte comme Biomérieux se retrouverait rattrapée par la logique de la taxe Zuckman. Monsieur Larchevêque n'a pas les moyens liquides sur son compte en banque pour payer le fisc tous les ans, dans la mesure où la valeur de son entreprise dépasse effectivement les 100 millions d'euros. Il s'est passé quelque chose. Là. On l'écoute. Il était chez David Pujadas. La réalité, c'est que je n'aurais pas la capacité de payer 7,5 millions d'euros par an, tout simplement parce que l'entreprise Ledger n'est pas rentable, ne distribue pas de bénéfices, et donc, d'un point de vue économique, ne me rapporte rien. C'est-à-dire que ce sont des parts, c'est un patrimoine qui est complètement virtuel, et ces 375 millions d'euros n'ont pas de réalité effective. C'est pas comme si j'avais 375 millions d'euros placés sur divers actifs qui me ramèneraient, je sais pas, 8% par an, j'entends des chiffres comme ça, et qui permettraient de payer 2%. Donc non, la réalité, c'est que je ne pourrais pas payer ces 7,5 millions d'euros tous les ans. Ce serait juste impossible. Attendez Nicolas, attendez. Nous a rejoint sur le plateau quand même Gérard Longuet. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez été ancien ministre de l'Industrie, donc c'est intéressant que vous nous donniez votre opinion sur ce débat. Nicolas, oui. C'est incroyable parce que on a vu la grande tournée mondiale de Gabriel Zuckman et son orchestre expliquer, et il dit il faut taxer les riches.
on l'entend immédiatement et ça marque les esprits quand lui explique ce n'est pas mon argent, je n'en dispose pas, etc. On a l'impression qu'on n'entend pas. On a l'impression qu'on n'entend pas. Pire même, il y a quelqu'un qui s'appelle Éric Coquerel, qui est président de la commission des finances à l'Assemblée nationale et qui a été interrogé chez un de nos confrères, et on s'est rendu compte dans les réponses qu'il apportait qu'il n'avait rien compris. Il n'a rien compris. Parce qu'il disait non, mais si l'entreprise gagne pas d'argent, évidemment elle paiera pas. Mais c'est pas les gains de l'entreprise, c'est pas le chiffre d'affaires qui deviendra bénéfice qui est visé par la fiscalité, c'est la valeur, c'est les capitaux propres de l'entreprise, et la valeur qui en plus pour la plupart n'est pas une valeur d'une entreprise cotée. Donc ce ne sont pas en plus des parts liquides qui pourraient comme ça permettre de payer en nature le fisc comme on l'a entendu. Mais quand vous avez quelqu'un qui est président de la commission des finances et qui s'exprime sur le sujet pour le défendre compte tenu de son prisme politique et qui à l'évidence n'a rien compris, ça n'est pas rassurant. Cette explication du « je ne suis pas en capacité de la payer même avec la meilleure volonté du monde », elle a été réalisée, je sais pas, 10, 15 fois depuis 15 jours, et ça ne passe pas. Non, les gens entendent toujours 300 et quelques millions d'euros. Donc, Gérard Longuet, la France, elle a un problème avec l'entreprise. C'est une culturelle, c'est-à-dire c'est une vieille méfiance par rapport à l'argent, ou c'est quoi ? C'est une question de fiscalité, c'est quoi ? Non, totalement, il y a une méfiance à l'égard de l'investissement. Nos compatriotes et d'ailleurs l'exemple de Coquerel le montre, ont du mal à comprendre que pour gagner de l'argent, il faut investir. Lui, c'est embêtant parce qu'il est quand même patron de la commission des finances. Et que l'investissement n'est pas immédiatement productif. Et il peut être d'ailleurs productif à des niveaux très faibles qui ne supporteraient pas un impôt de 2%. Certaines entreprises gagnent de l'argent, tant mieux. Sur un flux, on peut l'imaginer, le flux en général sert à développer l'entreprise. Et donc il faut des riches pour investir, et si vous leur prenez de l'argent, ils n'investissent pas. Christophe, la France aime l'égalité et déteste la réussite, vous diriez ça comme ça? C'est politique, c'est depuis... La France a depuis toujours un problème avec la réussite matérielle. C'est un vieux pays catholique où on a un peu honte de l'argent. Ce n'est pas un pays protestant où la réussite matérielle est la promesse d'un accomplissement spirituel. Mais là, je pense qu'on est dans un cas un peu plus pratique avec cette taxe Zuckman qui a surgi comme une espèce de Deus ex machina pour donner un peu du corps au contre-budget du Parti socialiste qui en manquait quand même sérieusement. La seule chose que pourrait dire une gauche responsable, c'est de dire, les dividendes qui sont versés aux actionnaires, alors ça prouve bien qu'il y a eu de la richesse dégagée. Et on en donne trop aux actionnaires, donc on va les taxer. Ça pourrait se justifier. Ça ferait fuir les investisseurs, bien sûr. Exact. Mais ça pourrait se justifier, puisqu'on serait sur un flux qui est un flux de bénéfices vérifiés, puisqu'on les a sortis pour les donner aux actionnaires. C'est la seule chose qui pourrait être cohérente. Venir taxer l'outil professionnel, l'assiette, la base, le capital, alors que parfois ça ne dégage pas de recettes, ça c'est un non-sens. Emmanuel ? Moi j'ai été très frappée par le procès qui a été fait à Éric Larchevêque, là, qui s'exprime beaucoup dans les médias, parce que je crois qu'il en a vraiment ras-le-bol. Le procès en Ils en ont un peu tous ras la Oui, mais lui on lui a fait un procès en parasitisme. Il y a carrément le patron des patrons, Patrick Martin, qui dit « Moi je ne sais pas danser la Zoukmania ». On va l'écouter d'ailleurs une seconde. Je glisse au passage que moi je ne sais pas danser la Zuckmania et je n'ai pas l'intention de m'y adonner. Donc la période est singulière, nous sommes confrontés à des défis fondamentaux qui sont à certains égards menaçants. Ouais, on lui a fait, on fait à Éric Larchevêque un procès en parasitisme, et moi je trouve que c'est extrêmement grave vis-à-vis de gens qui créent de la valeur. Et tout ça veut dire quoi un procès en parasitisme? On explique qu'en fait il vit sur la bête et qu'il a profité du système, ce qui est quand même un peu l'inverse. Tout ça repose quand même sur des méconnaissances, des mécanismes économiques de base. Par exemple, qu'est-ce que c'est un stock, qu'est-ce que c'est un flux? Les gens n'ont absolument aucune idée de tout ça, et puis tout ça repose quand même sur des bases idéologiques. C'est des gens qui ne s'intéressent pas au sujet parce que de toute façon, il est sale. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et il y a des choses qu'on peut décliner. C'est la croissance, c'est mal. La croissance, c'est climaticide ou c'est capitaliste, tout ce que vous voulez. Donc on s'y intéresse pas. La richesse, c'est mal parce que ça repose sur cette idée complètement délirante que la fortune est un gâteau limité, un jeu à somme nulle. Si on a quelque chose, c'est qu'on l'a forcément volé à quelque chose. L'histoire économique de l'humanité démontre absolument l'inverse.
l'inverse, mais c'est pas grave, on continue à vivre sur cette idée-là. Et puis on a quand même un problème d'éducation de base des enfants qui est que l'excellence est suspecte et que si on est excellent, c'est forcément qu'on a humilié quelqu'un. Et avec ces trois pattes complètement délirantes, ça donne un tabouret complètement bancal sur lequel on peut asseoir la taxe Zuckman. Mais ça, c'est vraiment typiquement français, Nicolas. Quand malgré l'impasse des impôts sur les sociétés, les prélèvements restent quand même plus lourds qu'en Allemagne, en Italie. Oui. Et là, on a l'impression qu'il y a un flot ininterrompu de gens qui se précipitent à Milan. Ils ont quitté l'Angleterre, les riches français. Alors, il y a effectivement, les Britanniques ont décidé de mettre fin à un système très généreux fiscalement qui était destiné aux riches étrangers. Ils ont été plus de 10 000 en un an à quitter le sol britannique. 10 000. Il faut pas s'imaginer que l'exil fiscal est une vue de l'esprit. Le récent rapport du Conseil d'analyse économique a été lu très brièvement et la façon dont il a été présenté fait que chacun pouvait y trouver la conclusion qu'il avait envie de trouver. Mais il y a évidemment des phénomènes de comportement et des comportements d'évitement de la part des individus rationnels lorsque le monde devant lequel ils sont devient totalement irrationnel. On l'a vu également en Norvège, où il y avait une fiscalité comme ça qui a provoqué des départs massifs. On l'a vu avec la taxe folle à 75%. François Hollande décide cette taxe en 2012. Là, tous les patrons se sont barrés. Parce qu'il faut repasser devant Jean-Luc Mélenchon à l'époque, et c'est un objet purement politique. En plus, il est très compétent en fiscalité, François Hollande. L'ironie. Non, mais je me souviens très bien. Pendant la campagne, il avait rencontré des patrons qui me l'ont raconté, lui disant, mais vous vous rendez compte que la taxe que vous voulez mettre en place, c'est une machine à exporter les riches, à importer les pauvres. Et là, celui qui va devenir président leur répond, oui, je sais. Je sais, mais il le fera quand même. En dépit d'ailleurs de la solution constitutionnelle qui lui avait été tendue à un moment où elle était jugée anticonstitutionnelle à cause du fait que l'impôt est conjugalisé ou pas conjugalisé. Bon, on a assisté à plus de 15 000 départs en 3 ans, 2012-2016, 3 fois plus que dans le quinquennat précédent. Et à partir du moment où on remet à peu près d'équerre la fiscalité, avec une flat tax à 30%, un peu supérieure au reste du monde, mais supportable, un impôt sur les sociétés qui est progressivement ramené à 25%, eh bien on va avoir un phénomène de retour visible, calculé, compté à partir de 2017-2018. Donc là, les individus sont rationnels. Nos patrons avaient migré un peu comme les oies sauvages à Londres, et maintenant ils redescendent en Italie parce que qu'est-ce qu'elle fait, Giorgia Meloni ? Giorgia Meloni a mis en place. C'est Milan, le dernier endroit. Oui, alors c'est Milan, c'est le dernier endroit où l'on cause. Effectivement, il y a eu plusieurs milliers d'arrivées à Milan, où Giorgia Meloni a mis un forfait fiscal pour tous les étrangers qui viennent. Alors évidemment, on parle de gens qui sont très fortunés. Vous payez les forfaits annuels à 200 000 et après vous avez la paie sur tout le reste. Eh ben, ça fonctionne. Et vous savez, quand vous êtes attractif, vous attirez. Quand vous accélérez, vous allez plus vite. Quand vous freinez, vous ralentissez. Et l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. Il est absolument incontournable. Écoutez, Michel-Édouard Leclerc, il était ce matin sur TF1, on l'écoute. Moi, je ne suis pas contre qu'il y ait des contributions exceptionnelles des gens les plus aisés dans le cadre d'un plan de relance pour faire la France leader de l'Europe, pour être combatif, reconquérant. Mais l'idée d'aller taxer les gens riches ou moins riches juste pour aller boucher des trous, ou plus exactement pour mettre dans un seau dont on n'a pas bouché les trous, ça, je trouve ça vraiment con. Vous trouvez ça con, Gérard Longuet ? C'est exactement la voie du bon sens. Ce qu'on demande à l'État, c'est pas de nous prendre de l'argent, c'est de mieux gérer le sien et de se poser la question de la pertinence d'un certain nombre de dépenses. Nous savons par exemple des effectifs de la fonction publique qui ne s'adaptent pas aux besoins actuels. Il y a hélas 100 000 enfants de moins chaque année à l'éducation nationale parce que les naissances entre 2020 et 2010, en 10 ans, ont en gros perdu. On est à moins de 700 000, on était à plus de 850. On n'a pas besoin, contrairement à ce que dit Madame Borne, d'embaucher des enseignants qui n'auront plus d'élèves en phase 2. Il faut adapter en permanence. Vous parlez d'une réforme de l'État, vous ? Oui. Carrément. C'est un des sujets majeurs de 2027. Et puis peut-être renvoyer aux clients des dépenses qui lui reviennent. C'est quoi ça ? De quoi vous parlez là ? Si vous voulez, il y a des dépenses qui sont prises en charge par l'État qui pourraient parfaitement être prises en charge par les clients qui veulent quelque chose. C'est quoi les clients ? Dans le sport, dans la culture, dans le spectacle. Il y a moins de subventions. D'accord, moins de subventions. Et plus de prix réels. Et plus de prix réels aujourd'hui. Prenez l'enseignement supérieur. C'est un vrai sujet, l'enseignement supérieur, parce que tous n'y ont pas accès.
Et ceux qui y ont accès, j'espère pour eux, bénéficient d'un retour. Il n'est pas complètement anormal qu'il y ait une contribution de ceux qui en bénéficient. Bon, en France, c'est tabou. Ouais. Mais on aboutit à ce système absurde que certaines universités se spécialisent dans le recrutement d'étudiants étrangers parce que ceux-là payent en France, pas les étudiants français. Nicolas, il faut réfléchir. Mais c'est vrai que diminuer les dépenses de l'État, de toute façon, ça ne fait plaisir à personne parce que tout le monde en profite un petit peu. J'ai une question. Quand vous avez 57% de l'économie qui passe par l'État, vous avez forcément des gens qui se sentent très libéraux, qui pensent payer trop d'impôts, mais qui bénéficient largement des aides de l'État pour leur activité. Nicolas, c'est compliqué, j'ai une question. 2017, c'était le pont d'Arcole. Emmanuel Macron arrivait avec ses grognards, la Startup Nation, etc. Ils ont monté Choose France, ils attiraient des capitaux et tout. Et puis, je ne sais, que s'est-il passé ? On a une fronde des patrons. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une vraie réussite sur le front économique des 5 premières années. On a stoppé, on l'a pas réindustrialisé, on a stoppé la désindustrialisation. Les 2,2 millions emplois qui ont vu le jour depuis le CICE 2014 sont pas sortis de nulle part. Donc on a mené une vraie politique de l'offre. On a remis à peu près d'équerre notre fiscalité, tout en la gardant quand même à des niveaux généralement supérieurs à la moyenne qui se pratique dans les autres pays. Non, pas très haute. On a une fiscalité à 30%, la fiscalité sur le capital est supportable. À 25%, le taux d'impôt sur les sociétés est supportable. Et puis on sait que les bons impôts sont les impôts à assiette large et à taux bas. Et puis on s'est retrouvé dans la deuxième partie du quinquennat où tout est un petit peu parti en vrille, effectivement avec des promesses de baisse d'impôts, à commencer par celle de la taxe d'habitation qui est probablement une erreur fiscale, à mon avis, de l'avoir supprimée, qui n'était pas financée. Et les événements extérieurs qui se sont enchaînés ont provoqué un emballement considérable de l'endettement, qui, il faut le rappeler quand même, est pour beaucoup lié à ce que coûtent aujourd'hui les déficits des régimes de retraite de la fonction publique que l'État employeur doit quand même compenser tous les ans à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Dans les fameux 1000, il y en a plus de 400 qui sont quand même des contributions d'équilibre de l'État français au régime de retraite de la fonction publique. Absolument. Il faut bien comprendre que dans notre pays, depuis 1981, j'ai une longévité parlementaire considérable qui me permet de voir un peu ce qui s'est passé depuis 40 ans. La retraite à 60 ans, qui est abandonnée aujourd'hui, et les 35 heures, on représente à elles seules, ces deux mesures, sans doute 40% de la dette publique. Guillaume, vous aviez une question ? Oui, non, mais ce qui est hyper intéressant quand même dans le propos d'Éric Larchevêque est évidemment à prendre au sérieux compte tenu de ce qu'il représente, à la fois en valorisation et en perspective, et en promesse, notamment dans le champ des technologies. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse, l'année dernière, on a quand même en France promis un investissement à hauteur de centaines de milliards d'euros pour les intelligences artificielles, les cryptoactifs notamment, et Ledger en particulier. Mais c'est vrai qu'il dit beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses sur la dette et le budget, la dette qui explose, le budget qui est hors de contrôle, l'État obèse dont vous parliez, qui dépense plus qu'à son tour, la fuite des talents. Il dit, quitte à lasériser cette économie française, eh bien quittez le pays si vous le pouvez. Moi, la question que je voudrais vous poser, Nicolas, parce que vous avez quand même des antennes, vous êtes un sismographe, vous avez des antennes dans mais vous sentez quand même ces variations qui sont parfois infimes du tissu économique et financier et entrepreneurial français. Je voudrais savoir si c'est, Éric Larchevêque, un cri d'alarme destiné un peu à alerter, ou alors une tendance de fond, et c'est ce qui se dit parmi les patrons. Alors c'est certainement une tendance de fond. Le problème, c'est quand vous avez ces mouvements-là, ces mouvements qui finissent par être... Enfin, moi j'appelle ça un débat hystérique autour de la fiscalité. Quand Thomas Piketty finit par parler de saisie, des avoirs, et que François Ruffin nous explique que éventuellement les droits civiques pourraient y passer. Enfin, j'ai jamais entendu ça. Et généralement, quand vous avez des mouvements comme ça, un peu de désespoir de la part de créateurs de richesse dans leur pays d'origine. Vous en avez un qui va prendre la parole, comme le fait Éric Larchevêque dans les colonnes du Point. Vous en avez plein qui tout va se faire à bas bruit. Et j'en ai rencontré. Moi j'ai commencé à transférer mes actifs en dollars. J'avais déjà entendu ce genre de choses. Et les choses se font à bas bruit. Et c'est ensuite que vous entendez effectivement les récits des différents cabinets de conseil qui vous disent on est submergé. Ce que vous dites, c'est qu'il est incitatif. Il est très incitatif. C'est-à-dire que sa parole est écoutée. Mais il n'est pas prescripteur. Elle est traduite en actes. Il n'est pas prescripteur. Tous les gens qui créent des entreprises savent pertinemment ce qu'ils font.
quelles sont les menaces fiscales qui pèsent au-dessus d'eux. Ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un qui va leur donner des conseils dans le point. Tout se fera tranquillement, discrètement, mais tout se fera. Oh là là. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on voit, c'est-à-dire les gens qui vont partir, qui envisagent d'aller faire de l'activité ailleurs, et puis il y a aussi tout ce qu'on n'aura pas, c'est-à-dire tous les projets d'investissement qui sont arrêtés. C'est quand même, Nicolas le sait sans doute, nous, les journalistes économiques, on reçoit quand même beaucoup d'informations sur des projets de création d'entreprises, de sites industriels, etc. Là, c'est le calme plat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Nicolas, mais on n'entend plus grand-chose de ce point de vue-là. On verra les prochains baromètres d'attractivité de la France, qui étaient tous très bien orientés ces dernières années, même si en termes de création d'emplois, c'est pas extraordinairement réussi. On verra si on vit une inversion des baromètres d'attractivité de la France. On a déjà vécu une inversion totale les conditions d'emprunt de l'État français. Parce qu'on a parlé, vous savez, de la France emprunte désormais plus cher que l'Italie, après la Grèce, après l'Espagne, après le Portugal. C'est passé un petit événement quand même il y a quelques jours. Pour la première fois, l'État français s'est mis à emprunter plus cher que des grands groupes. Ça veut dire que l'investisseur au bout du monde, il préfère acheter du Air Liquide, du AXA, du L'Oréal, du Pernod Ricard que du Trésor français. On n'a pas l'habitude de voir ça. C'est pas bon signe. Quand vous commencez finalement à avoir de l'obligataire privé qui fait plus confiance que de l'obligataire public d'un pays comme le nôtre, voilà des petits signaux faibles qui sont comme l'interview d'Éric Larchevêque, un signal faible dans les colonnes d'un journal. Mais vous inquiétez pas, les choses s'écriront et les choses se feront. Une taxe qui n'est pas encore votée. Une taxe qui, heureusement, ce ne sera sans doute pas votée. Il ne veut pas la voter. Normalement, elle ne sera pas dans le budget 2026, parce qu'il n'y a pas de majorité pour. Donc, on crie avant d'avoir mal, et surtout, on crée des dégâts pour des choses qui sont simplement du débat politique et du bras de fer idéologique. Ce qui est quand même très dommageable. On crie très fort depuis un mois quand même. Alors évidemment, ça ne verra pas le jour parce que tous les gens un peu rationnels savent très bien que c'est complètement mortifère pour l'économie et pour l'économie de la tech principalement. Mais le fait d'avoir le débat, souvent, ça fait beaucoup plus de dégâts ou au moins autant de dégâts que le fait de passer à l'acte. Maintenant, il y aura un truc sur les riches dans le budget 2026, quelque chose. La flat tax risque de pas rester à 30% et on va avoir un bon petit dispositif bien compliqué mis en place pour aller cibler les dividendes qui atterrissent directement dans les holdings familiaux. On verra. Ça va pas être très visible pour le grand public, mais ça va exister. On verra ça. Merci beaucoup, Nicolas Dos, d'être resté avec nous. C'était limpide, comme d'habitude. À demain, dans la matinale. C'est l'heure maintenant de À la Une. Merci, Annie. Mais de rien, Nicolas. Allez faire dodo. Depuis le 22 septembre, le ciel du Danemark est troublé par des drones non identifiés. Ils ont survolé la base de Karup, provoqué des fermetures temporaires d'aéroports à Copenhague, à Oslo et contraint les autorités à interdire les vols civils de drones pendant le sommet européen qui commence mercredi prochain à Bruxelles. Ursula von der Leyen promet un mur anti-drone pour protéger l'Europe. Alors, est-ce que c'est incident isolé, sabotage organisé, nouvelle démonstration que la guerre hybride se joue désormais aussi dans le ciel? Gérard Longuet, vous étiez ministre de l'Industrie, mais vous avez été aussi ministre de la Défense. Et je vous pose cette question. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de drone ? On a été, je crois que les grands pays et leurs états-majors militaires ont été dépassés à partir des années 2011-2012 par l'émergence d'une nouvelle forme de risque, le drone ultra léger, ultra nombreux, capables de détruire modestement, mais suffisamment pour neutraliser une armée au sol. La première apparition de ces drones de combat, c'est entre l'Azerbaïdjan, équipé par les Turcs, et les Arméniens au sujet du Haut-Karabakh. Les Arméniens sont plutôt de bons soldats. Ils ont été bousculés par les Azéris qui bénéficiaient de ces équipements de combat que l'on n'avait pas imaginé comme tel. Et le problème aujourd'hui du drone, c'est que nous ne sommes pas adaptés dans nos systèmes de défense antiaérien à cette forme de menace. C'est un petit peu ce que nous avons découvert au Sahel et surtout en Afghanistan, l'engin explosif improvisé. C'est-à-dire, à partir de petites choses très méchantes, on tue avec une probabilité très forte et une imprévisibilité. On peut dire que depuis 2022, en réalité, cette menace, elle s'est clairement caractérisée avec l'invasion par la Russie de l'Ukraine. L'Ukraine, dans un premier temps,
qui s'est défendu justement avec les moyens du bord et grâce aux drones. Menace nouvelle un peu pour l'OTAN, qui était plutôt habituée à défendre son espace aérien avec des systèmes antimissiles assez classiques, contre des chasseurs qui pourraient violer également les espaces aériens. Vous le dites, Gérard Longuet, le drone c'est aussi parfois petit, parfois gros, parfois équipé de charges explosives, parfois pas, ça se déplace parfois en essaim, donc il faut imaginer contre quoi il faut lutter. Mais moi j'avais une question à vous poser sur les derniers épisodes. Pour ce qui concerne la Pologne et l'Estonie, le survol de l'espace aérien estonien par des chasseurs russes, il n'y a pas de difficulté, on sait que c'est des Russes. On sait que ce sont des Russes. Sur la Pologne, 19 drones entrent sur l'espace aérien polonais, un certain nombre sont interceptés, ils sont récupérés au sol, analysés, on sait que la signature c'est le Kremlin. Pour ce qui concerne le Danemark, on ne sait pas trop. Il y a des investigations, les Danois n'ont pas tiré, ces drones se sont fait la malle. Attendez, il y avait Richard Verly, qui est journaliste, vous savez, assez bien informé de Blick.fr, le journaliste suisse, qui était sur le plateau de Moulin ce week-end, et Christophe Moulin, et il a émis une hypothèse que je vous soumets en face d'un général assez souriant et qui valide finalement son hypothèse. On l'écoute. Il y a le sentiment assez répandu et justifié dans la population, et pas seulement en France, qu'aujourd'hui, il faut arriver à convaincre l'opinion de la nécessité d'investir dans la défense. Et l'un des moyens de convaincre l'opinion d'investir dans la défense, c'est qu'il y ait une menace. Disons les choses comme elles sont. Donc c'est pour ça que cette menace qui se matérialise à travers les drones, il est vrai qu'elle concourt à augmenter les budgets de la défense. Et donc c'est le message aux opinions publiques, vous êtes menacés, vous devez vous défendre. Et il est normal que les gens s'interrogent. Donc moi c'est pour ça que je dis, prenons les choses à l'inverse. On peut très bien imaginer, et ce que je vais dire va vous paraître un peu étonnant, ésotérique, on peut très bien imaginer que des groupes plutôt pro-militaires occidentaux et des attaques comme ça de drones qui ne présentent aucun risque pour que ça aille plus vite au niveau du financement. Alors on a coupé la réaction du général François Chauvency, mais qui dit pourquoi pas ? Bon, assez disruptif. On va rester au stade des hypothèses. Très honnêtement, moi, je resterai prudent tant que ces drones n'ont pas été identifiés. Dire qu'il y a derrière peut-être un complot du conglomérat militaire ou industriel européen qui enverrait des drones sur le Danemark, je le laisse. On a entendu d'autres hypothèses, comme ça pouvait être aussi les Ukrainiens. Je le laisse à cette hypothèse et certains imaginent peut-être que les Ukrainiens, un peu comme le sabotage de Nord Stream à un moment donné, veuillent un peu enfoncer un coin. Alors le Nord Stream, c'est un canal qui transporter du gaz depuis la Russie jusqu'à l'Allemagne qui s'est gorgé de gaz russe. Pendant un temps, on a pu penser que le sabotage de ce gazoduc Nord Stream en septembre 2022 avait été réalisé par les Russes sous false flag, faux drapeau, de telle sorte à accuser l'OTAN qui, à un moment donné, chercherait à en vouloir à la Russie, etc., etc. On a découvert qu'en réalité, tout ça avait été ordonné par le plus haut niveau ukrainien, ce qui a considérablement embêté les pays européens, parce qu'à un moment donné, on était obligé de marcher sur une ligne de crête. Mais pour revenir à la petite question drone, avec toutes ces hypothèses, donc je laisserai à Richard Verly cette hypothèse, je pense qu'il faut quand même rester extrêmement prudent, et c'est d'ailleurs pour ça que le Danemark a interdit son espace aérien maintenant au survol de drones, ce qui permettra d'identifier, savoir s'il y a un opérateur russe ou danois sur le sol danois qui télécommande son drone, ou alors si c'est un bateau. Mais justement, Gérard Longuet, vous avez été ministre de la Défense. Ce genre de menaces, vous les avez eues en tête, vous avez eu à les gérer, vous avez eu à les analyser. Quelle est votre hypothèse ? Sont les Russes qui sont derrière cela ou... Je vais vous dire... Ou un conglomérat militaro-industriel qui pousserait ses intérêts. Vous en avez apporté Vous en avez apporté la démonstration en citant Gulfstream 2. Tout se sait. Nous sommes dans une chose qui est quand même nouvelle dans l'information numérique, c'est qu'elle est imprescriptible. Je veux dire par là que rien ne s'oublie et toutes les traces sont conservées par les uns, par les autres, d'une façon surprenante. Et je crois que le monde du secret est disparu. Alors, pas immédiat, ça peut prendre quelques mois, voire quelques années, mais toute manipulation réapparaît. On a y compris au XXe siècle, dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale entre les Allemands et les Polonais, il y avait une opération que les Allemands avaient manipulée d'agression d'un poste allemand par des troupes polonaises. En réalité, c'était des Allemands qui avaient attaqué d'autres Allemands, mais pas les mêmes services. Simplement, maintenant, tout se sait parce que tout laisse une trace numérique. Et de ce point de vue,
Je crois que les Ukrainiens ont sans doute été tentés à un certain moment, et sans doute l'ont-ils fait à un certain moment, ils se rendent compte aujourd'hui qu'une manœuvre de provocation est immédiatement connue. Pourquoi ? Parce qu'il y a une traçabilité des matériaux, une traçabilité des parcours. Donc vous excluez cette hypothèse alors en réalité ? Je pense tout simplement que les gens qui veulent affaiblir l'OTAN et montrer que l'OTAN n'est pas en mesure de protéger les États, la puissance qui a intérêt à montrer que l'OTAN ne sert à rien, c'est le Kremlin. Exactement. Et on l'a bien vu dans les opérations de drones ukrainiens en Russie, ont été faites à partir du territoire russe par des camions qui avaient été équipés à cet effet. Et on peut très bien imaginer qu'une taupe dormante au Danemark ou en face du Danemark, c'est la Suède, et lâcher ses drones. Il faut les repérer, il faut en avoir au sol. C'est pour ça que la position du Danemark est un pays très courageux et très responsable. Elle est pertinente. On interdit tout. Et celui qui vole a tort. Le président Loukachenko, le président de la Biélorussie, qui est l'allié de Vladimir Poutine, a parlé justement de l'OTAN. On l'écoute. L'OTAN bluffe et nous fait peur en disant qu'attaquer un pays de l'Alliance signifie qu'ils se défendront. Et peut-être même riposteront contre nous. Et que ferons-nous ? Nous ronger les ongles de peur ? Qu'ils essayent donc de faire ce qu'ils ont déclaré. Qu'ils abattent quelque chose de russe au-dessus de Kaliningrad. Nous devrions alors, Dieu nous en préserve, entrer en guerre pour de vrai. Alors, d'abord, c'est pas au-dessus de Kaliningrad. Oui, en l'occurrence, Kaliningrad, c'est en Russie. C'est au-dessus de la Pologne, du Danemark ou de l'Estonie. Tout ça part du fait qu'on a pris beaucoup de retard en matière de drones et de cette nouvelle forme de guerre. Est-ce que c'est dû pour la France au fait qu'on a un fleuron extraordinaire qui est le groupe Dassault, qui fabrique des avions et qui n'avait peut-être pas envie de voir l'aérien partir vers les drones ? Alors, c'est une bonne question, mais les drones relèvent beaucoup plus, en effet, des combats d'infanterie, des combats de chars. La première victime du drone, c'est le char lourd. Quand vous avez des léopards de nouvelle génération qui valent chacun 10-20 millions d'euros, avec leur système de défense, qui peuvent être détruits par des drones qui valent quelques milliers d'euros, ça pose un vrai problème. Le problème du drone, on a un vrai problème technique. Je suis artilleur anti-aérien. Il se trouve que c'est les hasards de la vie. Donc c'est un sujet qui me passionne. Nous ne savons pas bien neutraliser des essaims de drones à un coût humain et un coût financier acceptable. Le coût financier, c'est en effet les fusées. On est formidable, Patriot, c'est formidable, mais Patriot, pour écraser un drone, c'est dérisoire. Ce sont des millions contre des milliers. On est forcément perdant. C'est missile parce qu'une batterie Patriot, un système Patriot avec ses radars, son camion, son système d'interception, c'est 1 milliard à 1,5 milliard. Oui. Alors ça marche très bien pour détruire des missiles qui valent des dizaines de millions. Mais si c'est pour détruire des engins qui ne valent rien, qui valent pas grand-chose, c'est un vrai problème. Et puis il y a le problème humain, c'est que nous allons vers un front qui va être de plus en plus automatisé et robotisé. Et en particulier pour le combat des drones, la réponse, pour revenir à Dassault, puisque appelons un chat par son nom, Dassault est dans le combat aérien. Le drone est dans le combat terrestre. Je crois que c'est plutôt le robot au sol équipé d'affûts quadruples de petits calibres, de 20 mm, avec des obus qui, un peu comme à la chasse avec la chevrotine, élargissent et explosent à proximité et pas au contact. C'est une piste qui est envisagée, effectivement, en sorte de mitrailleuse avec un canon assez puissant qui défouraille parfaitement télécommandé. Il se promène sur le champ. Les armées françaises développent aussi un système de laser destiné à intercepter ces essaims de drones et à les neutraliser. Il y a la bataille des prix, il y a la bataille des vies. Et il y a la bataille des prix. La bataille des vies, on peut la gagner en robotisant. Il faut des robots qui soient de grande série, pas chers. Merci Gérard Longuet. Vous restez quelques minutes encore avec nous. Si vous voulez. C'est l'heure, oui, je veux bien. C'est l'heure de la phrase du jour.
Et cette phrase du jour, elle est signée Jean-François Bonners chez nos confrères de RTL, le procureur de la République, chef du parquet national financier. On l'écoute. Nous n'avons pas de haine à exprimer. Chacun peut penser, évidemment, ce qu'il souhaite en son fort intérieur d'une situation. Mais nous, notre boussole, c'est le droit, c'est la règle de droit. Je vais être plus direct. Est-ce que vous avez un problème personnel avec Nicolas Sarkozy ? Aucun. Est-ce que vous avez un compte à régler ? Aucun. Certainement pas. Alors bien sûr, il faisait référence à la condamnation du jamais vu sous la Ve République, Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire libyenne avec un mandat de dépôt différé, mais exécution provisoire. Une décision aussi historique qu'explosive et le tribunal qui est sous le coup de menaces. Gérard Longuet, comment vous avez regardé cette affaire-là ? Vous pensez que c'est un coup d'État, un coup d'État contre l'État de droit, enfin, on ne sait plus, on s'y perd. C'est une affaire coup d'État que les Français doivent prendre très au sérieux à toutes les étapes de la procédure. Car toutes les étapes de la... Évidemment, cette affaire est en quelque sorte dominée par la personnalité exceptionnelle de Nicolas Sarkozy et par les responsabilités exceptionnelles des protagonistes et par le caractère exceptionnel aussi de cette situation en Libye. Mais revenons au droit. Si nous avons un document qui n'est pas reconnu comme vrai, pourquoi la justice procède-t-elle avec des moyens inconsidérables à ces investigations aussi lourdes ? Se poser la question. Deuxième question, pourquoi l'ordre judiciaire se saisit d'une affaire qui est en fait ministérielle ? Je veux dire par là que Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur en 2006, jusqu'à 2007, avant d'être élu président de la République. S'il est à la tête d'une association de malfaiteurs, ce que déclare le tribunal, c'est donc une affaire ministérielle. Et d'ailleurs, Brice Hortefeux et Claude Guéant sont ses collaborateurs. Ça, c'est très important. J'ai une dispute par SMS interposée avec notre collègue Laurent Valdiguier qui dit non, comme il les envoyait chercher du financement, c'était pas ses collaborateurs dans le cadre du ministère, c'était pour chercher du financement, donc c'est 10 juin, c'est de la correctionnelle. Moi je dis non, il les envoie comme collaborateurs, on ne sait pas pourquoi il les envoie. On écrit le film par la fin, il les envoie comme collaborateurs, dit-il, pour parler d'immigration clandestine, de relations sur la lutte antiterroriste, ce qui justifie que ça soit donc de l'action ministérielle. Et on aurait dû l'envoyer en CJR. On donne attendez, CJR, donnez la justice de la République, qui juge les ministres dans le cadre de ce qu'ils ont fait en tant que ministres. Voilà, ça c'était votre point, Gérard Longuet. Oui, mais c'est très important. C'est très important parce que c'est beaucoup plus que la haine personnelle, le grief personnel. Bon, on a ses humeurs, on a ses préférences, mais il y a une question de fond. Fallait-il essayer de renouer avec Kadhafi qui manifestement donnait des signes de bonne volonté. Je veux dire par là il avait accepté, heureusement d'ailleurs, cette négociation sur l'accident tragique de l'UTA, enfin l'attentat de l'UTA, et avec une indemnisation importante que les parties civiles avaient acceptée. Donc nous étions dans un schéma. La suite prouvera que c'est un peu plus compliqué, mais nous étions dans un schéma où la Libye pouvait peut-être revenir dans une attitude plus raisonnable. C'était peut-être une erreur de le faire, ou sans doute fallait-il le faire à ce moment-là. C'est une décision extrêmement politique. Elle est exclusivement politique. Et s'il est accompagné par son directeur de cabinet et par son conseiller politique, Brice Hortefeux, c'est bien parce que c'est une décision politique. Et je pense que décider que c'est une affaire financière, comme vous l'avez évoqué à cet instant, c'était anticipé. On pouvait dire après tout, mais la Cour de justice de la République aurait pu parfaitement dire négocier avec un ancien terroriste, c'est inacceptable. Au contraire, c'est prometteur. C'est une décision politique et la justice a préempté l'opportunité politique en se donnant le droit de dire par définition, c'est criminel, et par définition, les manœuvres de M. Takieddine, qui est connu depuis une éternité comme un intermédiaire sulfureux, pour prendre un mot, paix à son âme, puisqu'il a disparu, la présence de M. Takieddine, qui l'a imposé ? Est-ce que c'est français ou est-ce que c'est libyen ? Moi, je pense que c'est sans doute libyen, parce que Takieddine s'est
arrogé, semble-t-il, la capacité auprès de Kadhafi d'infléchir le gouvernement français. Voilà. Non, mais dans cette affaire, je trouve qu'il y a 5 perdants. Très rapidement, la démocratie était en danger. C'est également ce que dit le procureur du parquet national financier, Nathalie Gavarino, qui est quand même la présidente de ce tribunal correctionnel. Elle est menacée de mort. Sa photo circule sur les réseaux sociaux. Attention, danger, c'est très important. Notre état de droit est perdant dans cette affaire. L'autre perdant, c'est la suspicion à l'endroit de la justice. C'est vrai, les Français, quand vous leur posez la question dans la rue, ils disent « Mais attendez, je comprends pas. Il n'est pas corrompu, mais il est coupable. Pourquoi est-ce qu'il va en prison, Nicolas Sarkozy ?» Donc là, il y a un élément de suspicion. Ils disent pas tout ça, d'ailleurs, sur la justice. Il y a un élément de suspicion. Vous avez entendu Karine Le Marchand, elle dit « Je comprends pas les doubles... » Et puis en plus, à titre privé, mais quand on a une audience publique, comme Karine Le Marchand, maintenant on s'exprime et on dit aussi son ressenti. Mais on se fait l'écho de ce que les gens pensent. Très honnêtement, quand on connaît pas le Elle dit grosso modo, quand on 400 pages de jugement. Quand on saute à pieds joints sur la tête d'un policier, on est relâché dans les 3 jours. Et quand on il y a donc cet élément. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy le soulève dans le JDD. Il dit attention, moi je remarque qu'à Tourcoing, dit-il, je reprends ses propos, un policier est sauvagement agressé et ses agresseurs ne sont pas jetés en prison. Et moi, je ne suis pas corrompu puisque 3 des 4 charges sont abandonnées par le parquet. Par contre, je vais en prison. Donc il y a cet élément de suspicion à l'endroit de la justice. Et après, sur le fond... Il n'y a que des perdants, je suis d'accord avec vous. Sur le fond, les 3 perdants. Nicolas Sarkozy, il jouait son honneur. Il est foncièrement abîmé puisqu'il termine en prison. Mediapart jouait sa crédibilité, foncièrement écornée, parce que le document à partir duquel part cette affaire est un faux. Et même la présidente le dit. Elle l'écarte parce que c'est probablement un faux, dit-elle. Je mets une petite parenthèse et un petit point au dossier. Ce document, il sort dans l'entre-deux tours de la présidentielle de 2012. Donc on peut aussi s'intéresser à la sincérité du scrutin, à la manière dont il a été organisé. Les jeux étaient faits quand même à ce moment-là. Les jeux étaient faits, mais... Ça n'a pas aidé Sarkozy, ça c'est sûr. François Hollande ne l'emporte pas énormément de manière significative. Il tenait sa campagne, le non-soutien de François Bayrou a été beaucoup plus sans doute coupable de faire perdre Sarkozy que le document. Sans doute, et c'est ce qu'il dit Nicolas Sarkozy, donc je reprends ses propos, mais je trouve que l'argument quand même tient. Quand un tel document sort dans un entre-deux tours d'une campagne présidentielle, ça pose question. Ça conforte Bayrou, ça pose question d'une certaine façon. Lorsqu'il est faux. Parce qu'il est faux. Parce que ça a été dit ainsi par la présidente. Et enfin, le parquet. 3 des 4 charges sont abandonnées, donc il est perdant également. Et la charge d'association de malfaiteurs, le parquet ne l'avait pas retenue. Oui, c'est vraiment très bizarre. Et le parquet, dans son réquisitoire, n'avait pas demandé l'exécution provisoire ni le mandat de dépôt. Donc tout le monde est perdant dans cette affaire et c'est moi ce qui personnellement m'interpelle. Merci beaucoup Gérard Longuet d'être placé sur le plateau de En toute liberté. On fait une petite pause et dans un instant, on s'interroge. Vous savez que la France... C'est justement ce pourquoi nous nous battons les uns la liberté, et les autres. Oui, exactement. La France, c'est la ferme de l'Europe et on dirait bien que pour la première fois, elle est déficitaire. On en parle dans un instant sur LCI. À tout de suite. De retour En toute liberté sur LCI, c'est l'heure maintenant de notre carton rouge. C'est une première depuis près de 50 ans. La balance commerciale agricole de la France risque d'être déficitaire en 2025, où elle l'est déjà, Emmanuel. Comment c'est possible ça? La France qui était la ferme de l'Europe, est-ce qu'elle peut vraiment basculer dans le rouge? Elle peut. Alors là, on a des chiffres qui sont des chiffres à juillet, c'est-à-dire qu'on a une grosse moitié d'année qui a été faite et on s'aperçoit que le solde de notre balance commerciale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on achète en termes de produits agricoles, se rapproche dangereusement du zéro. C'était déjà le cas ces dernières années pour tous les produits commodités agricoles, le blé, le poulet, etc. Et ce qui nous sauvait, c'était nos ventes de vin, de spiritueux, de champagne, etc. Parce que ça, c'est énorme. Hein. On en vend 14 milliards à l'export et ça a tiré notre balance commerciale vers le haut. Mais tout est tellement en train de se dégrader. À cause de Donald Trump, entre autres, ou pas? Alors, pas que ça, parce que pour l'instant, ça se maintient à peu près, nos ventes de champagne, etc. On sait que ça ira moins bien d'ici la fin de l'année, parce que maintenant, les taxes s'appliquent. C'était pas le cas au premier semestre. Mais en plus. Voilà. Non, mais c'est pour ça qu'on a un grand risque que notre balance commerciale soit dans le rouge. Il y a deux choses qui se passent. C'est que d'une part, ce qu'on vend hors de nos frontières diminue. Alors, les vins et spiritueux un peu, mais tout le reste, le blé, parce qu'on a eu une récolte calamiteuse l'année dernière, donc on en vendra moins. Mais tout des pans entiers d'autres produits. Par exemple, les laitages, ça va moins bien. La biscuiterie, ça va moins bien. On a des problèmes commerciaux avec la Chine, on leur vend du porc. Il y a des taxes qui sont mises sur le porc, ça va moins bien. Et ce dont on se rend compte globalement, c'est qu'on n'est plus compétitif
compétitive sur les produits qu'on vend hors de nos frontières. Et ça, c'est un problème français, franco-français. Parce que dans le même temps, on voit que nos voisins européens, eux, s'en sortent mieux que nous sur les marchés qu'on appelle le grand export. Alors ça, c'est le premier volet de notre problème. Le second volet de notre problème, c'est qu'on importe de plus en plus. La France ne se nourrit plus elle-même. Mais comment c'est possible? Alors attendez, on écoute des agriculteurs qu'on a rencontrés. Notre message est clair. Nous voulons des règles justes. Nous voulons des filières respectées. Nous voulons que l'Europe et la France assument leurs responsabilités. Protéger celles et ceux qui nourrissent les citoyens. On a des charges qui nous écroulent. On a des contraintes environnementales qui sont plus lourdes que dans les autres pays. Et on vend nos produits au même prix qu'un niveau mondial. On est sur la paille. Aujourd'hui, les exploitations agricoles d'Indre-et-Loire sont sur la paille, plus de productivité, manque de rentabilité économique, et on est sur la paille, on la brûle. On la brûle comme un symbole de colère. Mais on a toujours entendu, Christophe, en France, vous vous souvenez, il y avait un sketch de Fernand. Ça a eu payé, mais ça paye plus. Ça a eu payé, mais ça paye plus. Est-ce que là, vraiment, on est à l'aube d'une nouvelle ère pour l'agriculture française, qui était donc le grenier, enfin, je veux dire, la ferme de l'Europe? Il y a un mélange de phénomènes qui fait qu'on est en train de tourner une page. On a vécu depuis les 30 Glorieuses sur un modèle productiviste qui nourrissait le pays et qui exportait, et sur un modèle qualitatif, le vin, le fromage, les produits à haute valeur ajoutée, qu'on exportait aussi beaucoup et qui faisait des recettes. Les deux sont en crise. Le premier parce que dans la mondialisation, on peut importer des produits moins chers et donc on est moins compétitif. Et puis le deuxième, là aussi le vin. Il n'y avait pas le vin argentin ou le vin californien il y a 30 ans. Ce sont de bons vins qui nous taillent des croupières. Et puis il y a tout le phénomène des douanes. Et donc même sur la haute valeur ajoutée, la qualité, qui ne pourra pas s'étendre à l'infini en termes de quantité de production, évidemment, on est en difficulté. Donc il faut penser la phase suivante. Moi je pense que la phase suivante, il faut aller dans deux directions. D'abord, continuer à miser sur la qualité. Les appellations d'origine contrôlée, vendre moins mais vendre plus cher, des produits meilleurs, que les consommateurs d'ailleurs consomment avec plus de rareté, plus de parcimonie. On boit beaucoup moins de vin qu'il y a 50 ans, mais on boit presque autant en valeur parce qu'on boit du vin rare et du vin plus cher. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et puis pour la quantité, il faut à tout prix convaincre le consommateur, parce que c'est lui l'arbitre, de ne pas choisir la tomate à 0,99 € qui n'a pas de goût et qui est sans doute fait, mais de prendre des tomates du système local. Le dire comme ça. Elles sont vraiment. Mais pourquoi l'arbitrage du consommateur se fait en fonction du prix? D'abord parce que il a pas de sous. Qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Il y a un problème de pouvoir d'achat, mais aussi parce qu'on l'a pas éduqué au goût. On lui a pas fait comprendre que pour son plaisir et surtout pour sa santé, payer 2,99 ou 3,99 un kilo de tomates, c'était pas une dépense, c'était un investissement. Et que, au contraire, prendre le moins cher, c'était se créer des coûts futurs parce qu'on allait être malade ou pas être bien. Et c'est ça qu'il faut réussir à mettre dans la tête des gens. Emmanuel, si je peux me permettre, il y a aussi quelque chose qu'on a désinvesti en France, c'est l'entrée de gamme. On a voulu premiumiser notre alimentation parce qu'on a estimé que notre entrée de gamme n'était pas bon ou pas, voilà. Qu'on n'y arrivera jamais, quoi. Voilà. Alors que, quand même, quelle que soit l'entrée de gamme qu'on puisse produire en France, vu l'état de nos normes et de nos contraintes, il sera toujours meilleur, infiniment que le poulet ukrainien. Qu'on peut importer. Mais plus cher. Et forcément un peu plus cher, mais parce qu'on a un coût du travail qui est par exemple 45% plus élevé qu'aux Pays-Bas sur la main-d'œuvre agricole. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Par exemple, il faut qu'on comprenne que dans un fruit et dans un légume, plus de la moitié du coût, c'est la main-d'œuvre. Donc tant qu'on n'aura pas compris que si on a une main-d'œuvre qui est trop chère sur l'agriculture, on peut avoir des produits excellents, ils seront quand même beaucoup plus chers. J'ai une question béotien, Emmanuel, à poser, puisque finalement l'arbitrage qu'on fait dans un supermarché, que tous les Français font dans un supermarché, c'est bio, pas bio. Or, le bio, c'est relativement cher, et le pas bio, c'est plutôt accessible. De l'entrée de gamme bio, c'est possible en France ? Ça l'est si on le massifie, mais il faut se demander si ça a un sens de faire du bio d'entrée de gamme. Est-ce que ça a un sens? Et pourquoi pas? Parce que là, on s'aperçoit quand même. Et pourquoi est-ce que ça bénéficierait pas à tout le monde, finalement, une agriculture de qualité bio, en fait? Parce que la culture non bio n'est pas de mauvaise qualité en France. Donc ça, il y a quand même une idée qu'on a mis dans la tête des Français qui est pas juste. Vous aurez un produit conventionnel français, c'est quand même toujours meilleur qu'un produit bio importé. Ça, il faut que les gens aient ça dans leur tête. Après, on voit que le marché du bio, c'est 20, 30, 50% plus cher. Dans un budget de Français, c'est pas tenable. Pour beaucoup de gens, ça n'est pas tenable. Et donc d'où l'idée d'entrée de gaméiser, si je pouvais le dire comme ça en français, mais je le dirais pas, mais quand même, je l'ai quand même dit, le bio.
Bah oui, mais alors du bio, ou du pas bio, parce que par exemple sur de la volaille, ça n'a pas vraiment du sens. Vous voyez, le bio par exemple n'a pas de cahier des charges sur le bien-être animal. C'est pas la question. Si elles courent joyeusement dans les prés, elles sont pas forcément bio, elles peuvent être label rouge, vos poulets. Mais en fait, notre problème, c'est qu'en France, on a par exemple délaissé des pans entiers de la production, tout le poulet d'entrée de gamme, c'est-à-dire le poulet que vous allez manger à la cantine, celui qui est dans votre sandwich à midi. Ce poulet-là, à 75%, il est importé, parce que tout simplement, on ne le produit pas en France. C'est même pas qu'il est trop cher ou voilà, c'est qu'on n'en a plus. D'accord. Parce qu'on ne peut pas implanter, par exemple, des poulaillers. C'est extrêmement compliqué de faire des poulaillers en France. On a une demande qui a cru et on n'a pas suivi. Emmanuel, donnez-nous une raison d'espérer sur l'agriculture française, qui était quand même un de nos fleurons. Alors, les agriculteurs sont formidables. Voilà, alors, on a en France une population agricole qui est fantastique et qui est extrêmement bien formée. Ça, les gens ne le savent pas, mais les agriculteurs sont parmi les catégories socio-professionnelles les plus diplômées en France. C'est-à-dire, oui, c'est vrai. Ce sont des gens qui ont considérablement évolué. Et je pense qu'il faut aussi que nous, on infléchisse notre discours sur l'agriculture. C'est-à-dire que quand on passe notre temps à dire que l'agriculture, c'est une source de pollution, de problèmes, etc., et qu'on ne voit pas qu'en fait, en faisant ça, on détruit un poste économique hyper important, parce que quand on arrête de vendre et quand on achète, c'est toute l'économie et la prospérité d'un pays qui se dégrade. Donc il faut aussi qu'on sache qu'on est en train de saper les bases de quelque chose qui était vraiment important, la souveraineté. Je vous ai dit une raison d'espérer. Le bon sens, quiconque va rencontrer un agriculteur et lui poser une question, passe une journée avec lui, comprend qu'il a affaire à un homme ou à une femme de bon sens, qui connaît son environnement, qui connaît la nature et qui est même prêt à aborder toutes ces questions en réalité de glyphosate, d'utilisation de pesticides, mais qui vous disent comment ils sont utilisés. Par exemple, j'ai un tout petit exemple. J'ai un oncle viticulteur, j'en ai déjà parlé. Lui, il me parlait de l'utilisation de pesticides pour les vignes, parce qu'à un moment donné, les vignes, c'est fragile. Il me dit, mais qui sait que nous, par exemple, ce genre de pesticides, on les utilise avant que le soleil ne se lève et après que le soleil se couche, précisément pour épargner les insectes environnants. Oui, mais ça, il faut aller poser la question à ces gens-là, aux agriculteurs, aux agricultrices, pour le savoir. Ce sont des gens de bon sens, et il est là l'espoir. C'est les hommes. C'est les hommes. C'est rare, c'est suffisamment rare pour être souligné. C'est aussi la variété. On a un pays, on est un des rares pays au monde où on a le sol et le climat pour produire absolument. Mais oui. Absolument tout. La vallée du Rhône, c'est le verger de l'Europe. Vous avez des céréales, vous avez tous les types d'élevage, vous avez donc peut-être qu'il faut qu'on ait conscience de notre trésor qu'on est en train de saboter. Et peut-être que là, c'est une raison d'espérer. Allez, la conscience de notre trésor. Un autre trésor. On va l'évoquer là. C'était mieux avant, pour l'interrogation. Alors la question n'est pas nouvelle, mais elle revient régulièrement dans la bouche de nos aînés. La politesse est-elle en train de se perdre? Regardez cette étude du Haut Conseil de la famille. 60% des adultes estiment que les enfants et les adolescents sont mal polis, voire insolents. C'est votre avis sur le plateau, là ? Moi, je ne sais pas. Si les adultes se posent la question, c'est qu'il faut qu'ils élèvent mieux les enfants. Non, mais c'est sûr qu'il y a une carence maintenant de comportement civique, d'éducation à tous les niveaux. C'est pas ce que disaient déjà nos grands-parents. Oui, bien sûr. Mais vous trouvez des textes de Platon qui expliquent que la jeunesse, c'est plus du tout ça. Donc vous voyez, c'est un mal qu'on traîne depuis longtemps. Néanmoins, on voit bien que le nouveau protocole de relations sociales, notamment les réseaux sociaux, ont fait que tout ce qui était l'ornementation civile a disparu. Souvenez-vous, en 2018, Emmanuel Macron avait eu maille à partir avec un adolescent. Vous vous souvenez ? Oui. Pas Manu ? Non, c'est pas non. Voilà. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord ? Voilà. C'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord ? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. Ça fait 8 ans, j'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu. Il y en a un autre qui a quitté Matignon récemment et qui avait mis une petite gifle à un ado qui lui faisait les poches. C'est François Bayrou, des séquences quand même cultissimes, mais qui racontent qu'en réalité, la politesse, c'est aussi une question de cohésion sociale. C'est de vivre ensemble, comme d'autres diraient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il n'y a pas un certain nombre de règles qui doivent être transmises, pas forcément enseignées à la baguette ou à la trique comme on aurait pu imaginer le faire dans d'autres temps, mais transmises simplement, c'est simplement cette idée que
on est en cohésion. C'est respecter pour être respecté. Et puis mais c'est pour soi-même la politesse, c'est pour les autres et c'est pour soi-même parce qu'on obtient quand même toujours beaucoup plus dans la vie en disant bonjour, merci, s'il vous plaît, enfin, avec un sourire en plus. Mais c'est pas anodin parce que ce Haut Conseil à la famille, c'est un organisme qui est rattaché à Matignon au bureau du Premier ministre et qui est censé aussi orienter les politiques publiques en matière familiale et donc de politesse. Tous ces comités qui sont rattachés, il est temps mais celui-là, il sert à quelque chose. Mais il sert à quelque chose, Anaïs, puisqu'on en parle sur ce plateau que la politesse c'est important. On se dit bonjour le matin. Oui, on se dit au revoir en se quittant. On se dit minouche. Hein peut-être. On se retrouve demain à 9h pour de nouvelles aventures.